Bonjour à tous, je suis ravi de vous recevoir pour ce nouveau podcast, ma première fois d'entrepreneur. Un podcast de RH Performance. RH Performance, cette société que vous connaissez qui intervient en recrutement, formation, coaching, en team building, en outplacement, tout ça, et que beaucoup de talent. À ma première fois, le podcast des entrepreneurs. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir Alaude. Bonjour Alaude. Bonjour Hervé. Et bienvenue. Merci. Alaude fait partie de ces rencontres, je trouve, qui illuminent une journée, qui illuminent un groupe. Et on s'est rencontrés dans cette association qu'on connaît tous, qui s'appelle l'APM. Et dès la première fois, j'ai trouvé que tu dégageais une belle énergie, une belle sincérité et simplicité. Et tout ça, entrepreneur. Et je me suis dit que c'était l'occasion que tu viennes nous parler de ton parcours. Avant que tu nous en dises un tout petit peu plus, on a un petit rituel dans ce podcast, c'est le joker. Alors, quoi ça sert un joker? C'est pouvoir utiliser effectivement la possibilité de ne pas répondre à une question si celle-ci te dérange. Est-ce que je peux te retourner la question ou pas? Vas-y, c'est quoi? Non mais du coup, je prends le joker et est-ce que je pourrais te retourner la question si elle me gêne? Avec plaisir, avec plaisir. J'aime bien. On fait évoluer les règles du jeu. Merci Alaude. On va retenir ça peut-être pour les prochains podcasts. Alaude, si tu devais te présenter de manière succincte, tu nous dirais quoi sur toi et sur ton parcours d'entrepreneur? Alors, je m'appelle Alaude. Ouais. Figure-toi que je suis la seule Alaude au monde. Ouais. Donc, on me dit souvent, tiens, c'est la première fois que je rencontre une Alaude. Donc, voilà, c'est un peu dans le thème du podcast. J'ai 30 ans. Ouais. J'entreprends depuis que je suis sortie de l'école, donc depuis 8 ans. Je suis une nordiste, fille d'entrepreneur et fraîchement mariée. Bravo. Et fondatrice donc, de Sublimeur, qui est une agence de communication et de conseil culinaire. Et ça, on va en parler. Je tenais quand même à parler sur cette thématique de ma première fois. C'est aussi, moi, ma première fois où je reçois à la fois une femme qui a son parcours singulier, qui ne vient pas toute seule. On peut le dire, il y a un magnifique événement. On est deux sur ce canapé aujourd'hui. Voilà. Et à ma première fois, on reçoit effectivement, non pas une seule femme, mais une femme qui vient accompagner, on ne sait pas encore, mais en tout cas d'un petit bout de chou. En tout cas, on est ravis de t'accueillir, Alaude. Merci. En préparant ce podcast, on a eu tout un échange et tu me parlais effectivement du modèle familial. Tu le disais, des parents entrepreneurs. Est-ce que tu peux ouvrir un peu ce dossier et se dire en quoi le modèle entrepreneurial de tes parents, comment tu l'as vécu, toute petite, ce qui s'est passé, puis en quoi il a pu t'influencer? En fait, donc les parents bossent ensemble depuis plus de 30 ans. Ils ont une petite entreprise de chauffage sanitaire à Tourcoing. Donc rien de sexy, mais j'ai toujours vécu dans l'entreprise. Avec mon frère, c'était notre terrain de jeu. Donc on avait une chambre à l'entreprise et on était autorisé à jouer dans le magasin, à répondre au téléphone, à dessiner sur les factures, etc. Donc c'est vrai que j'ai toujours vécu dans ce monde de l'entreprise. Et limite, je pensais qu'il fallait se créer son métier. Donc, je n'avais pas forcément compris le monde du salariat. Tu as dit un mot, vous aviez une chambre dans l'entreprise? Oui, parce que les parents finissaient tard. Et donc, on était transférés de notre lit d'entreprise à notre lit d'appartement. Mais on avait une chambre à l'entreprise. Comment on voit, des yeux d'une petite fille de 5, 6, 8, 10 ans, je ne sais quoi, comment on regarde ses parents quand on les voit, j'imagine, travailler, passer beaucoup d'heures, aller dans l'entreprise et y jouer comme des enfants? Comment on vit ça? J'ai toujours vu... Je pense que mes parents travaillent par passion. C'est dur. Il y a des années où on partait en vacances, il y a des années où on ne partait pas en vacances. Ils m'ont donné vraiment cette culture du travail, cette culture de l'effort. Donc, pour moi, c'est inné. Voilà, tout simplement. Quand tu dis c'est inné, tu as un frère, de ce que tu me disais. Et est-ce que lui aussi a cette même perception du côté... l'entreprise, la famille, le travail, etc. Bon, effectivement, du coup, les parents nous ont toujours montré que c'était dur. Donc, mon frère, on a décidé de ne pas y aller. Mais effectivement, moi, j'ai pris le verre à moitié plein et je me suis dit quand même que c'était une forme de liberté, de passion, quoi. J'ai toujours vu mes parents faire ce qu'ils pensaient être bon pour l'entreprise, pour eux. Et en fait, on a toujours mélangé le pro et le perso à la maison. Et en fait, c'est ce que j'adore, c'est réussir à m'inspirer de mon perso pour le pro, de mon pro pour mon perso, et d'en faire en fait de trouver l'équilibre entre les deux. Et je trouve que de ne pas avoir de ne pas être opaque, je sais pas comment dire ça, mais entre son travail et sa vie perso, moi c'est quelque chose que j'adore. J'ai envie d'entrer dans un petit cliché. Parfois on entend dire les jeunes générations, il y a la valeur travail, il n'y a pas, et des clichés
assez insupportable. Face à ça, ce que j'entends, c'est que toi, cette valeur travail, tu l'as vécue, tu l'as observée, tu l'as incarnée. Comment tu as envie de réagir à ça ? En fait, pour moi, le travail, ça fait partie de mon équilibre de vie. Donc, il faut effectivement que je sois hyper amoureuse de mon mari, que je sois entourée de mes copains, de ma famille, que je fasse du sport, mais que je sois aussi passionnée par mon boulot. Oui. Et effectivement, c'est un équilibre que j'ai trouvé. Et peut-être qu'effectivement, ces jeunes générations ne comprennent pas que le travail fait partie de son bonheur de vie, tout simplement. Quand tu parles de tous ces sujets, tu as mis du pro, du perso. Il y a un mot que j'ai envie de mettre, en tout cas un fil rouge, c'est le mot passion. Je suis guidée par ma passion. Okay. En fait, j'ai commencé à 22, 23 ans, donc tu vois, j'ai été très naïve. À ce moment-là, je ne comprenais pas la pression financière, managériale, etc., qui allait arriver après. Mais par contre, j'étais vraiment guidée par cette passion d'artisanat que j'adorais, de rencontres humaines. Je suis passionnée de rencontrer des humains. L'entrepreneuriat, pour ça, c'est juste le meilleur moyen. Et je suis tout le temps guidée par mes passions. Et je pense que j'arriverai à entreprendre si je continue à cultiver cette passion. Donc, toi, Sublimeur, hier, c'était un collectif. Aujourd'hui, je suis une agence. Demain, ce sera peut-être autre chose. Okay. Mais tant que j'ai toujours cette... Toi, j'en parle, ça me touche, quoi. Et ouais, je pense que de connaître ses passions et de les cultiver et d'être guidé par ses passions, c'est comme ça qu'on est guidé, tout simplement. Merci. Tu me parlais, quand on a préparé ce podcast, que les moments de plaisir, les moments off en famille, les vacances, bien évidemment, mais c'était aller au restaurant. C'est-à-dire que les moments effectivement de plaisir en famille, c'était ces moments où les parents invitaient toute la famille au restaurant. Tu peux rebondir là-dessus si tu veux bien, parce que ce qui est assez amusant, c'est que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et sur une thématique notamment autour de la restauration. Tout à fait. Je pense que j'ai fait un bon mix de mon enfance entre voir mes parents bosser, avoir leur entreprise. Et effectivement, leur plaisir, c'était de nous emmener au resto. Mais c'était le petit café-brasserie à Tourcoing. Mais voilà, nous, c'était notre plaisir. Et en fait, au fur et à mesure, les parents, ils bossent, ils ont gagné un peu plus d'argent. On a fait des jolies tables, etc. grâce à eux. Et en fait, j'ai fait un joli mélange de ce que j'avais vécu pendant toute mon enfance, qui était du coup hyper heureuse. Et effectivement, du coup, je me suis tournée vers ce milieu de la gastronomie, de la restauration, alors que je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Okay. Et donc voilà, je pense qu'effectivement, ça vient de là. Et aujourd'hui, c'est plus large. On travaille aujourd'hui avec des marques agroalimentaires, avec des artisans, des producteurs, etc. Mais la clé d'entrée était quand même ces longues soirées au resto. Comment tes parents aujourd'hui, comment ils parlent de ton projet? Quel retour ils te font? Comment ils réagissent à ton projet entrepreneurial? J'ai eu beaucoup de chance de les avoir parce qu'ils m'ont quand même réaccueilli à la maison. C'est vrai. Donc, au tout début, ils ont même accueilli mes premiers stagiaires de Sublimeur à la maison. Je pense qu'aujourd'hui... À la maison, pas dans l'entreprise. À la maison. Là, je me suis rendu compte que c'était un peu la limite du modèle et qu'il fallait que je trouve des bureaux. J'étais accueillie par des super entrepreneurs qui m'ont ouvert leurs portes et qui m'ont donné un bureau chez eux. Non, je pense qu'aujourd'hui, ils sont très fiers de moi. Au début, ils me disaient, vas-y. De toute façon, j'avais aucun risque. Guillemets, ils me donnaient à manger et je ne payais pas l'électricité. Donc, je pense que j'ai eu de la chance de le faire très jeune, quand j'avais aucune contrainte financière. Et aujourd'hui, ils sont fiers de moi. J'ai envie de te partager quelque chose que j'ai vécu et je te poserai cette question. Moi, j'ai créé ma société il y a 20 ans. Elle se passe bien. Elle a connu des moments forts, moins forts, etc. C'est la vie d'un entrepreneur. Et j'avais créé la société depuis quelques années. Et un jour, je marchais avec mes parents et puis mon père me dit... Ah là, qu'est-ce que je suis fier de toi. Donc on reconnaît ça dans notre besoin de reconnaissance. Et il m'a dit, j'ai toujours rêvé que mes enfants créent leur propre société. Et quand il m'a dit ça, j'ai pris ça un peu comme à la fois un besoin, une reconnaissance, en même temps ça m'a interpellé. Je me suis dit, est-ce que j'ai pas créé ma société pour lui, pour attirer l'être humain par cette complexité, attirer son merci, son regard. Est-ce que tu t'es posé cette question aussi, de te dire, est-ce que je ne suis pas entrepreneur pour recevoir quelque part, je fais un peu la psychologie, l'amour de mes parents. Allonge-toi. C'est très intéressant. Effectivement, j'en sais rien du tout. Je pense que... En plus, nous, on a une famille, on se dit pas beaucoup « je t'aime », tu sais. Donc, peut-être que c'est aussi un moyen pour moi qu'ils soient fiers de moi. Après, mon frère n'a pas entrepris et a toujours... n'a pas voulu entreprendre. Et je pense qu'ils sont aussi fiers de lui. Donc,
Je ne peux pas répondre à ta question. Ok. Peut-être que je te laisse repartir avec ça, en tout cas. La plupart des entrepreneurs, quand ils créent leur société, grande majorité, il y a plusieurs années, voire plusieurs années d'expérience dans des entreprises. J'en fais partie, on va dans des grosses structures pour apprendre, découvrir, gérer des sujets avec une certaine complexité, puis après on se lance. Toi, je trouve que tu coches 2 cases dans ta singularité, alors même plus, parce qu'au-delà de ça, déjà, il y a un chiffre, je ne sais pas s'il est à jour, mais il ne doit pas avoir beaucoup bougé, 17% des chefs d'entreprise sont des femmes, premier élément. Donc, je veux bien avoir ta réaction. Et ma deuxième question, c'était dire, ou en tout cas, réaction, c'est dire, tu as créé ta société sans avoir aucun parallèle entrepreneurial, sauf celui des parents. C'est-à-dire que tu t'es lancé tout de suite dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu veux me répondre à cette première question ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es osé te lancer dans l'entrepreneuriat sans expérience majeure à côté, hormis peut-être quelques stages ? Je pense que la compétence n'a pas d'âge. Ouais. Par contre, après, il faut se faire son expérience. Oui. Donc, effectivement, je n'avais aucune expérience quand je me suis lancée. Et je pense que du coup, ça a été... j'ai perdu du temps, peut-être, parce que je connaissais aucun process. J'ai tout inventé, mais du coup, par bon sens. Et donc, j'ai été rencontrer les bonnes personnes qui m'ont appris à effectivement avoir des process, à élargir mon réseau, etc. Mais donc, toi, tout ça, je l'ai fait par bon sens. Et du coup, je me dis, ça tombe, si j'étais tombée dans une grosse boîte au bout de 10 ans, toi, maintenant, je ne sais pas si j'aurais eu cette naïveté que j'avais au début. Ou cette audace. Ouais, cette audace, peut-être, exactement, d'entreprendre. Ouais. Tu as dit 2 mots, le bon sens, que je trouve important peut-être à développer. Et puis, tu as employé un deuxième élément, c'était s'entourer. Est-ce que c'est, pour toi, 2 mots, 2 ingrédients indispensables pour réussir l'entrepreneuriat ? On n'est pas tout seul quand on entreprend. Ouais. On est une équipe, on a souvent un associé ou plusieurs associés avec qui il faut être comme ça, c'est comme le mariage. Et en fait, c'est comme un voyage. Pour moi, quand je suis devant un beau paysage, j'ai besoin de débriefer le paysage. Ouais. Et j'avais besoin de voyager avec des gens. Et en fait, je pense que j'ai une capacité à fédérer, à bien m'entourer. Parce que je suis quelqu'un de très sincère. Je sens aussi, j'ai un instinct humain qui fait que je sais si ça va matcher ou pas. Et je me ressource énormément dans les rencontres humaines. Okay. Une journée que si je ne parle pas à quelqu'un une journée ou si je ne rencontre pas quelqu'un de nouveau, c'est vrai que c'est des journées qui sont... Ça sera une journée sans. Oui, exactement. Ouais. Et on peut dire que tu fais partie de ces rares entrepreneurs qui n'ont jamais eu de CDI. Tu n'as jamais signé un CDI pour J'espère ne jamais en signer de ma vie. Je te le souhaite. On verra. Ouais. Et ouais, tout à fait. J'ai jamais travaillé, en fait. J'ai l'impression. Et si tu nous parlais de la femme de ta vie ? C'est le mot que tu as employé. Ouais, c'est vrai. C'est qui la femme de ta vie ? On va pas le dire à mon mari, du coup. Non. Il n'écoutera pas le podcast, on va le bloquer. Ouais. Ça restera là. Ouais. C'est mon associée Laurine, qui est la première salariée de Sublimeur, qui en fait écrit l'histoire de Sublimeur avec moi depuis, donc concrètement depuis 2-3 ans maintenant. Et en fait, toi, je me suis associée plusieurs fois. Chez Sublimeur, j'ai eu un premier associé tech, un deuxième associé un mentor, et en fait Laurine, ma première salariée, j'ai l'impression que maintenant c'est mon associé de vie. Okay. Et c'est avec elle, toi, Sublimeur, demain on se dit, parfois c'est hyper dur et on se dit au pire on sera ensemble et on refera quelque chose. Et je trouve que c'est un peu comme le couple et le mariage. Tu dis, au pire, on est à 2. Et donc, ça ira. Ouais. Et donc, j'ai une chance inestimable d'avoir rencontré Laurine. C'est de la chance ? Ou de la providence ? Je ne sais pas si tu connais ce mot. Je ne sais pas quel mot aussi, je le connais. C'est quoi ta définition de la providence ? Pour moi, c'est de faire confiance en la vie. Ouais. C'est que peut-être qu'il n'y a pas de hasard, qu'il y a des rencontres qui sont bien faites, c'est d'y croire. Ouais. Et tu vois, je me dis, quand ça va vraiment pas bien... Je me dis, la vie est bien faite, ça va aller. Et pour moi, la providence, c'est aussi être à l'écoute des... Comment dire ça ? Comment dire ça ? Des signaux faibles. Des signaux faibles, exactement. Et toi, je trouve que parfois, on va trop vite, on est trop dans notre tunnel, et du coup, on ne capte pas ces signaux faibles, alors que je suis sûre il y en a partout. Et toi, pour moi, la providence, c'est ça, c'est de réussir parfois à s'arrêter, à comprendre ce qui se passe pour... En fait, il y a quelqu'un qui est en train de nous proposer son aide, ou on a rencontré quelqu'un là, et tu vois, je me dis, faut réussir à capter ça. Et parfois, on va trop vite, et donc je pense que la providence, c'est réussir à s'arrêter pour capter ces signaux faibles.
Qu'est-ce qui te fait croire que c'est la femme de ta vie? Qu'est-ce qui me fait croire que c'est la femme de ma vie? En fait, j'ai un... Déjà, je trouve qu'on a un truc à démontrer toutes les deux, parce qu'on est deux nanas entrepreneuses. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, je ne connaissais pas ce chiffre, 17%, c'est rien du tout. Et donc, on a besoin de montrer quand même... Peut-être que je suis là aujourd'hui pour ça, qu'en fait, ça marche. On s'est mariés, on va se marier toutes les deux, Laurine est en cours, on va avoir des enfants toutes les deux, c'est en cours. Donc, on a encore des choses à démontrer pour montrer que ça marche. Mais on en est certaine, ça va marcher. Est-ce que tu veux réagir sur ces 17%? C'est un chiffre qui est peut-être actualisé, mais de source sûre il y a quelques années. En tout cas, il est très faible. Comment tu réagis, toi, en tant que femme, de dire, face à ce constat, comment tu le comprends? Qu'est-ce qui te fait comprendre qu'aujourd'hui, on a un score aussi bas? En fait, on a peu de modèles entrepreneuriaux au féminin. Mais même des petites boîtes, des petites entreprises, etc. Il y a peu de modèles et en fait on a besoin je pense qu'il y a besoin d'une incarnation de ces femmes qui réussissent de manière très humble, mais peut-être qu'on les met, je sais pas si on les met pas assez en valeur ou que nous en fait on s'en fout de prendre la parole entre guillemets. Et en fait il faut créer ces modèles là pour qu'on puisse avoir l'audace de se lancer. Quand tu dis modèle, c'est quoi? C'est de dire on devrait mettre davantage sur le devant de la scène ces femmes qui réussissent, ces femmes qui ont créé ou repris des entreprises, et les regarder, les observer et puis s'en inspirer. Et sans être trop féministe non plus, c'est vraiment pas le message. Mais effectivement, je suis arrivée chez Réseau Entreprendre il y a 7 ans. J'avais 15 mecs au comité. T'étais la seule femme? J'étais la seule femme. Là, à l'APM, on me recrute et je suis trop contente. Je suis dans un groupe super, mais parce que je suis jeune et je suis une femme, donc ça m'ouvre plein de portes. Et donc, le modèle est en train d'évoluer, mais on sent que c'est quand même encore vachement masculin. Quand j'étais voir mon banquier la première fois, j'étais contente d'avoir un associé garçon à côté de moi. Donc on sent que là, c'est vraiment en train de bouger. Et limite c'est une force, parce que du coup, on fait peut-être plus notre place. Quand tu me dis on m'a recruté dans ce club parce que j'étais jeune et une femme, c'est quoi? C'est de la diversité positive. Oui, la discrimination positive, pardon. Carrément. Comment tu le vis en tant que femme de dire, tiens, est-ce que, j'ouvre un sujet comme ça qui me vient, c'est dire... suis-je recruté sur mes compétences et non pas sur mon sexe et mon âge? Est-ce qu'on se questionne dans ce cas-là? Non, mais je pense qu'on vient me chercher plus facilement parce que je suis une femme et une jeune. Donc là, j'ai les 2 critères directs. Tu coches là. Du coup, j'ai beaucoup moins de concurrence qu'un entrepreneur mec, entre guillemets. Donc, je pense que j'en fais vraiment une chance. Toi, tu en fais une chance, tu te dis pas... J'aurais peut-être pas été recruté à valeur égale, mais c'est l'opportunité. Je me pose pas la question. Et c'est génial. J'y vais, c'est canon. J'adore la PM, j'adore Réseau Entreprendre. Donc, hier, je sais que tu as assisté à une conférence d'un célèbre, je ne sais pas si c'est le meilleur, en tout cas un grand philosophe français qui s'appelle André Comte-Sponville. Il met en avant la double appréciation entre les hommes et les femmes. Un homme qui accède au pouvoir, pour lui, c'est l'occasion de prendre le pouvoir sûr. Je répète, c'est prendre le pouvoir sûr. Et les femmes, quand elles accèdent au pouvoir, la nuance est importante, c'est prendre le pouvoir d'eux. Qu'est-ce que tu penses de cette approche philosophique de André Comte-Sponville, cette différence entre les hommes et les femmes? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as des exemples à nous donner, en tout cas te faire réagir? Je pense qu'on a peut-être moins d'ego quand même que les garçons. Et donc, je n'ai pas besoin de prendre le pouvoir sûr, vraiment. On a une forme d'humilité, à mon avis, qui est plus forte que chez les garçons, je le pense. Et toi, prendre le pouvoir d'eux, ça me fait encore plus réagir, parce qu'en fait, moi, j'ai entrepris pour avoir le pouvoir d'avoir de l'impact. Tu vois, au début de Sublimeur, j'avais même pas de modèle économique. Enfin, je suis arrivée chez Réseau Entreprendre, c'était quand même sympa de m'accueillir, parce que je leur ai dit, j'ai pas encore de modèle, mais on va y arriver. Mais ils t'ont dit, tu es jeune, tu es une femme, tu seras lauréate. Génial. Exactement. Et donc, oui, le pouvoir de trouver un sens dans mon travail, d'avoir de l'impact. Et donc, c'est plutôt la finalité. Pourquoi je fais ça? Pour avoir du sens. Mais en fait, j'ai pas entrepris pour avoir le pouvoir sur mon équipe, sur mes clients, ou sur ma vie peut-être, de pouvoir être... mais en aucun cas, avoir le pouvoir sur, c'est vrai que ça me parle pas. Alors que le pouvoir de faire changer les choses, c'est quand même plus de... Je me souviens d'une conférence, je crois que c'était un Canadien qui parlait de l'ego et qui disait que de toute façon, il faut de l'ego pour être chef d'entreprise, c'est indispensable. Un chef d'entreprise qui n'a pas d'ego, pour lui, ne pourrait pas endurer, porter tout ça.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que femme? Parce que tu venais juste de dire, tiens, les hommes, ils ont peut-être plus d'ego. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que ça se mesure de manière... comment tu réagis à cette question de l'ego? Tout est une question d'équilibre. Je pense qu'il faut avoir un ego, confiance en soi, qui est important pour entreprendre, pour avoir l'audace même de prendre des décisions tous les jours, etc. Il faut quand même vachement se faire confiance. Donc, il faut avoir assez d'ego pour ça, pour bien se connaître. Mais l'ego sur les autres est très mauvais, à mon avis. Donc, voilà, c'est là où je trouve l'équilibre. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs RE à la fin qui t'inspirent? Tout à l'heure, tu disais il y a des modèles, il n'y a pas assez de modèles. Est-ce qu'il y a des modèles au féminin qui t'inspirent? Et si oui, lesquels? Alors, tu sais, quand je suis l'une des premières femmes entrepreneuses qui m'a accueillie dans son beau jardin au milieu de l'île, c'est Aurélie Vermès, qui est directrice du Clarence et qui est pour moi dans notre écosystème lillois, qui est une pionnière de l'entrepreneuriat au féminin. Franchement. Et donc, elle m'a accueillie alors que j'avais vraiment 23 ans. Et en fait, elle a pris le temps de me dire vas-y. Et c'est pas parce que tu es une femme que ça va être peut-être plus compliqué. Et surtout qu'elle a elle a un projet génial. Et aujourd'hui, elle est directrice de la CCI. Et donc, pour moi, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Quand tu me dis l'aide qu'elle a pu t'apporter, je ne sais pas pourquoi ça faisait penser à un mot, un peu une sorte de conditionnement que peuvent avoir les femmes sur le côté il faut se faire confiance, c'est pas parce que tu es une femme que tu peux pas te placer dans l'entrepreneuriat. J'ai envie de dire, ça va toucher quelque part le modèle éducatif, la manière dont on éduque nos enfants et qui fait qu'on est obligé de se conditionner, de se faire confiance pour y aller. Je sais pas si ça te parle? Vaste sujet, il faudrait peut-être revenir pour parler de ça. On va faire un deuxième épisode. Mais non, c'est intéressant. J'espère que dans 10 ans, on se posera plus la question, tu vois. Mais c'est vrai qu'elle m'a accueillie pour me dire... entre guillemets, même si c'est une femme, il faut que tu y crois et entoure-toi peut-être de garçons pour que ça passe un petit peu mieux. Donc le garçon est un outil pour se faire dévaluer. On coupera ça. Non, il faut le garder. Faut le garder. Ok. Et est-ce qu'il y a des entrepreneurs, proches ou moins proches, qui donnent envie, qui t'inspirent, que tu peux admirer d'une manière ou d'une autre? Ça serait qui? Allez, si je dois reprendre une femme, c'est Julie Chapon de Yuka. C'est une toute petite équipe, Yuka. La nana est quand même balèze. Ils ont quand même pris du temps à trouver leur modèle économique. Et je trouve qu'ils ont bouleversé ce monde de l'agroalimentaire. Et en fait, en l'écoutant, elle dit, moi, mon but, c'est que Yuka n'existe plus. Parce qu'elle se dit, le jour où Yuka n'existe plus, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de moi. Et donc, tu vois, quand on parle d'ego, ça veut dire qu'en fait, elle range complètement son ego de côté. Et ça m'inspire énormément. Je trouve que la manière dont tu t'exprimes là, je trouve qu'il y a une certaine forme de militantisme que tu incarnes. Et le militantisme, je trouve qu'il est parfois un peu trop trusté par certains partis, certains extrêmes. Et c'est un joli mot. Mais avant que tu me parles de militantisme, je trouve que tu as mis depuis le début de cette rencontre, je trouve beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions, de sincérité. Est-ce que l'émotion peut être vécue, incarnée par l'entrepreneur? Est-ce que l'entrepreneur peut effectivement montrer, je ne sais pas si c'est ses fragilités, ses vulnérabilités. Est-ce qu'on peut le faire? Parce qu'on ne se l'autorise pas forcément. L'entrepreneur, il doit être fort, le ou la capitaine, il donne le cap, il reste toujours digne, il est prêt à résister à toutes les tempêtes. Est-ce qu'il peut montrer tout ça? Moi, je trouve que c'est la force d'être humain, en fait. C'est qu'on a des sentiments, on a effectivement des forces et des faiblesses. Et donc, cette vulnérabilité entrepreneuriale et managériale est pour moi ultra importante. Effectivement, peut-être que je me mettrais tout une carapace au début de Sublimeur. Une veste, tu vois, tu rentres dans ta boîte, tout va bien, nanan, t'es toujours fraîche, t'es jamais fatiguée. Alone n'est jamais fatiguée, mais bien sûr qu'en fait, je suis fatiguée. Et en fait, pendant les 3 premières années, tous les mois de février, je ne sais pas si c'était un burn-out, mais j'étais très, très, très fatiguée. Et j'arrivais limite plus à répondre au téléphone quand mes clients m'appelaient, tu vois. Donc, c'était vraiment des signaux faibles que je n'ai pas captés à ce moment-là, tu vois. Et en fait, au bout de la 3e année, j'ai commencé à souffler et à dire à mes équipes,
là, personnellement, je suis fatiguée, donc je vais partir en vacances et je vais revenir, ça ira mieux. Là, on a une période qui est compliquée chez Sublimer. Comment vous pouvez faire pour m'aider? Et en fait, à partir de ce moment-là, je passe tous mes mois de février et mars nickel, parce que je pense que du coup, mon équipe m'aide à... En fait, on est tous des humains. Et donc, oui, ils ont pris leur rôle aussi dans l'entreprise et ça a un peu élevé tout le monde. Et je pense que c'est un peu un vieux modèle de dire, en fait, je suis le plus fort et tout va bien. Faut réussir à être sincère avec ses équipes tout en maintenant le cap, parce que c'est quand même nous le capitaine. Est-ce qu'on peut tout dire à nos équipes? Ouais, je pense que c'est encore une question d'équilibre. Ouais. Comme à ses clients, je pense qu'il faut être sincère tout en les rassurant. Après, je suis quelqu'un, je n'arrive pas à mentir, tu vois. Donc, je suis tellement sincère que je pense que ça se lie en moi, tu vois. Mais effectivement, je pense que c'est toute une question d'équilibre, tout simplement. Donc, l'entrepreneuriat, la transparence, la vulnérabilité, l'authenticité, ça marche. Et ça nous fait du bien, je trouve. Au moins, même pour nous, si on reste coincé avec ses problèmes tout seul, mais c'est... Et en plus, ta femme ou ton mari, qui n'est pas forcément entrepreneur, va pas forcément comprendre ce que tu vis. Donc, en fait, tu peux vite te retrouver dans une solitude que tu t'infliges toi-même, en plus. C'est hyper intéressant de montrer qu'en fait, on est vulnérable. C'est ranger un peu son ego, tu vois. Oui, bien sûr. Et en fait, en t'écoutant, le mot qui me venait, c'était une sorte de libération. C'est se libérer d'un poids ou d'un rôle qu'on se donne. Pour terminer ce podcast, j'aimerais que tu me parles de ce militantisme entrepreneurial. Je trouve que tu incarnes. Est-ce que tu as envie de réagir à ce mot? Est-ce que le mot militantisme te parle? Et ce militantisme entrepreneurial, je trouve que tu incarnes. Comment tu as envie de réagir à ça? Tu vois, j'ai créé Sublimer pour valoriser les personnes qui bossaient bien. Et donc, on a écrit une charte avec des engagements. Là, on est sur le chemin de Bicorp et tout. Donc, tu vois, on essaie d'être exemplaire à fond. Et effectivement, on est militant dans les clients qu'on accompagne, dans notre travail. Et en même temps, on a apporté aussi cette forme de douceur chez Sublimer, où de se dire, mais en fait, il y a aussi des gens qui sont sur le chemin d'eux et qui veulent mieux faire. Et donc, en fait, c'est encore une question d'équilibre, mais de se dire... en fait, j'ai envie de défendre l'entrepreneuriat au féminin. J'ai envie d'accompagner des marques agro qui font bouger les choses, parce qu'ils ont un vrai rôle pour qu'on mange mieux d'humain. Et en même temps, une chose à la fois, chacun son chemin, tu vois. L'entrepreneuriat féminin, oui, dans 10 ans, c'est pas un sujet. Et donc, toi, je veux pas en faire un combat aujourd'hui, mais tu vois, je trouve qu'on a ce rôle d'accompagner, tout simplement. Ouais. Et j'entends, il y a deux mots, je trouve qu'il y a l'émotion qui est extrêmement présente. Dans ce que tu dis, mais évidemment le côté entrepreneur, je crois qu'il y a énormément d'engagement pour toi et pour tes équipes. Avant de se quitter, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ensemble, ou quelque chose qui a pu te marquer? Est-ce qu'on a parlé de la passion? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ouais, la passion, on a parlé au tout début. Tu vois, je sais qu'il y a des moments où j'avais moins de passion, où je ressentais moins de passion chez Sublimer. Et du coup, voilà, mon conseil, c'est de se dire comment je fais pour être le mieux possible. En fait, de mettre le bien-être du dirigeant toi, au cœur de l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est comme ça qu'on cultive notre passion, qu'on reste, tu vois, encore émerveillé, etc. Et qu'on prend les bonnes décisions. Je suis quelqu'un de très instinctive. Toi, je sens que si je suis moins passionnée par mon projet, je vais moins sentir les choses et du coup, je vais prendre moins bien les décisions, etc. Donc, je pense que cette passion, en plus, elle peut évoluer en fonction de nos vies, mais il faut rester passionné par voilà, son couple, par son travail, etc. Mais cette passion, pour moi, c'est la clé de la durabilité de l'entreprise, en tout cas. Il y a un mot, j'ai entendu chez toi, c'est l'équilibre. Ouais. Merci Alaude, c'était un vrai plaisir. Hervé. Merci pour tes témoignages et à bientôt. Merci.